sommes à présent au téléphone avec Jérôme Revillier, fondateur d'Eol Trading. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors on va dresser avec vous un petit panorama des marchés financiers. On va regarder ce qui se passe du côté de la macroéconomie, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des indices et vous nous expliquerez en fin d'interview comment vous analysez l'évolution de l'euro-dollar avec une technique un petit peu particulière, mais je n'en dis pas plus. Tout de suite on regarde d'abord le risque politique. Trump, des annonces successives, la dernière hier qui réagit après sa première réaction de lundi à Helsinki. Comment est-ce que vous analysez vous ces différentes déclarations de Trump et les différents sujets sur lesquels on le voit intervenir? Effectivement, côté macroéconomique et même géopolitique, Trump reste un point vraiment focus pour les marchés, avec hier un volte-face sur ses propos concernant la Russie, qu'il a essayé de rattraper d'une manière des plus maladroites concernant l'ingérence des Russes dans l'élection présidentielle, donc vraiment un rattrapage un petit peu aux branches. Donald Trump qui, alors qu'on arrive aux élections de mi-mandat en fin d'année, est assez affaibli même dans son propre camp, même s'il est très agité sur la scène internationale. En interne, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour lui et il y a quand même des chances que ça finisse par peser un petit peu sur les perspectives mondiales, même si, j'en parlerai juste après, du côté de la politique monétaire et de la Fed, on est plutôt très optimiste. Du côté du risque politique, il ne faut pas limiter non plus ça à Donald Trump, parce que si Donald Trump est là, c'est qu'on a aussi peut-être raté quelque chose avant. On peut lui reprocher la méthode, mais ses reproches sur le déséquilibre, ils sont bien réels, et ces déséquilibres, et donc c'est aussi parce qu'on a un petit peu laissé faire tout ça. Alors du côté de la zone euro, c'est pas beaucoup plus reluisant. D'un côté, on a le Brexit, où Theresa May a quand même beaucoup de mal à faire passer les amendements sur la sortie du Brexit. Elle a sauvé vraiment 2 ou 3 amendements hier de justesse pour pouvoir avoir une marge de manœuvre un peu plus large pour négocier. Du côté de la zone euro, il ne faudrait pas oublier non plus la situation italienne, dont on parle un petit peu moins, mais la situation italienne qui reste compliquée pour l'homogénéité de la zone euro et la poursuite d'une politique commune. Donc le risque politique reste vraiment le catalyseur majeur sur les marchés, ce qui le rend assez peu lisible et donc toujours assez dangereux. Donc on va surveiller un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines et toujours rester très très vigilant sur le plan politique. C'est ça, parce qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à s'entendre finalement. Quand au G7 on n'arrive pas à s'entendre parce que finalement les décisions sont avortées au dernier moment. Quand l'Union européenne se réunit, les décisions pareilles sont avortées par l'Italie. Quand c'est un axe Grande-Bretagne, États-Unis qu'on essaye de mettre en place, finalement il y a des revirements. On a l'impression en fait qu'il y a des bouées qui sont lancées mais qu'on a du mal à les rattraper entre pays qui étaient censés pourtant avoir une politique économique commune, ou en tout cas de nombreux échanges. Effectivement, pour faire une analogie que vous me pardonnerez, on a beaucoup d'occasions, mais on tire pas dans le but, clairement. Donc effectivement, il y a des tentatives, il y a des choses qui bougent. Notamment, on peut pas lui reprocher ça sous l'influence d'Emmanuel Macron en France, mais la situation, elle est telle qu'elle est. Il y a des tensions, il y a vraiment de grosses tensions en zone euro au sein même des pays. Angela Merkel, qui est quand même assez affaiblie, n'a plus ce rôle de leader qu'elle pouvait incarner. Et puis face au Brexit, on a quand même une situation qui est tendue, très tendue. Donc on a des pays qui essayent de négocier des accords bilatéraux, ce qui va à l'encontre en fait finalement du souhait global et d'une mondialisation un petit peu homogène. Et donc ça nous donne des tensions politiques qui ne se résument pas qu'à l'agitation de Donald Trump, mais bien à tous les pays impliqués dans la zone euro. Alors du côté monétaire, pour le coup, c'est plus encourageant là, que ce soit du côté des prises de décision de la BCE ou de la Fed, Jérôme. Ah oui, clairement, la Fed, elle voit la vie en rose. Depuis hier, Jérôme Powell, en audition devant les politiques américains, qui a annoncé un chômage bas, une inflation conforme aux perspectives pendant plusieurs années. C'est ce qui a provoqué d'ailleurs le rebond des indices américains, soutenu également par de bons chiffres des sociétés. Mais vraiment, Jérôme Powell qui fait le job, ça on peut pas lui reprocher. Il continue de remonter les taux tranquillement, il donne de la visibilité, c'est ce que les marchés veulent car ils en manquent sur le plan politique, comme je viens de le dire. Et donc les actes de la Fed qui sont
assez clair, avec une perspective très positive. Alors même, on pourrait dire optimiste, voire peut-être un peu trop optimiste, mais en tout cas, il a le mérite de donner de la visibilité au marché. C'est ce que les marchés veulent, et ça fonctionne puisque pour l'instant, c'est lui qui soutient la tendance et la nouvelle impulsion haussière d'ailleurs qu'on voit depuis ce matin sur les indices. Et alors, toute proportion gardée, côté BCE, c'est pas non plus des mauvaises nouvelles puisqu'on a envie de remonter les taux, ce qui est plutôt généralement annonciateur d'une économie qui reprend. Effectivement, côté BCE, alors je serai un petit peu moins positif parce qu'on a surtout encore une fois des tensions internes à la BCE qui ne sait pas trop à quel sein se vouer. On a des petits signes effectivement que certains commencent à s'impatienter un petit peu du discours de Mario Draghi, qui à mon avis ne bougera pas trop jusqu'à la fin de son mandat, et donc la course à la succession de Mario Draghi va également commencer, ce qui va sans doute amener aussi un appel un petit peu à tous se mettre d'accord, mais clairement la BCE, là, il y a pas mal de tensions autour d'une éventuelle hausse de taux. On a des grosses disparités et donc pour l'instant la BCE peine quand même à faire entendre une voix assez claire, et Mario Draghi, lui, il a enfoncé le clou encore récemment en annonçant quand même des mesures accommodantes pour encore un petit moment. Donc du côté de la BCE, on bouge beaucoup moins, et le différentiel de taux et de perspective de taux quand même continue de se creuser entre les États-Unis et la zone euro. Alors on va regarder maintenant ensemble les indices, Jérôme. On va commencer par les indices américains et notamment le Dow Jones. Le Dow Jones qui, lui, est plutôt sur un biais haussier. Effectivement, on a retracé les trois quarts de la baisse de ce printemps. On a dépassé une zone symbolique des 25 000 points. Donc le biais aussi, il est clairement assez solide, même si pour moi aujourd'hui le potentiel reste limité tant qu'on ne casse pas vraiment les 25 500 points les plus hauts du mois de juin, me semble-t-il. Et donc vraiment, c'est tant qu'on est au-dessus des 24 500, on continue d'acheter des replis tranquillement, en sachant qu'on a quand même un potentiel tout à fait limité avec des résistances importantes vers 25 200, 25 400, et puis ensuite la rupture au-dessus de 25 500 ouvrira un nouveau potentiel avec sans doute un catalyseur positif qui aura déclenché ce breakout, et donc on restera là aussi à l'achat avec un peu plus de potentiel. Donc pour l'instant et pour cet été, on reste sur des achats prudents sur repli, et puis on surveille la zone des 24 500 points à la baisse qui serait un premier signal de faiblesse, même si là la dynamique est quand même assez forte. Je privilégie donc les achats sur repli. Et alors, votre analyse du CAC 40 maintenant, Jérôme, la tendance du CAC 40 du coup? La tendance du CAC 40, comme ce matin, on voit, ça rebondit bien également. On avait une belle zone à 5437, c'était l'opportunité du jour pour les membres de l'Académie All Trading, la cassure des 5445 points à l'achat. Là aussi, achat tout de même prudent, même s'il y a un petit potentiel qui s'ouvre vers les 5500, 5519. Même approche que le Dow Jones, des achats prudents pour viser des mouvements d'impulsion comme ça en intraday, et on surveille la zone des 5330, 5315 à la baisse pour un éventuel premier signe de faiblesse. Mais pour l'instant, on suit la tendance, on se pose pas trop de questions, même si les fondamentaux peuvent appeler à réflexion, mais on reste sur des achats plutôt intraday. On reste pas exposé ni le week-end ni la nuit. On fait attention aux déclarations politiques en cohérence avec ce que je vous ai dit au départ, mais sur des petits allers-retours intraday, on reste plutôt à l'achat. Et alors nous allons maintenant regarder ensemble, Jérôme, la tendance de l'euro-dollar que vous avez analysée d'une manière un peu particulière puisque vous avez utilisé l'indice Big Mac. Effectivement, on va parler gastronomie ce matin avec le Big Mac, qui est un indice qui a été publié par le journal The Economist et qui compare tout simplement le prix de ce burger un petit peu dans tous les pays du monde avec une méthode qui permet de comparer en fait le pouvoir d'achat, et la théorie, pour faire très rapide, c'est que tout simplement le cours des devises a tendance à bouger dans le sens d'un équilibre vers ce prix du Big Mac, et donc va ramener le pouvoir d'achat relatif au même niveau. Voilà, donc je vous invite à aller voir sur le journal The Economist l'indicateur en détail. Sur l'euro-dollar, il y a deux choses à regarder. Il y a deux versions de l'indicateur. La première, la version classique, on compare clairement le prix dans chaque pays, et qui nous dit que l'euro serait plutôt sous-évalué. On aurait un petit écart de 14% si on compare le prix du Big Mac. Et moi, je voulais là illustrer surtout la deuxième version de l'indicateur qui prend en compte le
PIB par habitant qui cette fois nous donne un signal inverse, c'est-à-dire que l'euro serait plutôt surévalué. Et le message, parce qu'évidemment on ne peut pas en conclure une stratégie vraiment très précise, mais le message qui est là, c'est que sur la création de richesse, la zone euro est quand même en grande difficulté si on ramène tout ça au PIB. Et donc le prix du burger, le prix du Big Mac nous donne quand même un signal de prudence sur l'euro-dollar, puisqu'il valoriserait l'euro-dollar, une nouvelle fois en prenant en compte le PIB, aux alentours des 1,11$ pour un euro. Donc voilà, qui veut trader le Big Mac peut le faire en vendant l'euro-dollar. Si je peux affiner un petit peu ce conseil, tant qu'on ne dépasse pas les 1,21, je resterai effectivement vendeur sur l'euro-dollar pour viser pourquoi pas cette parité à 1,11 en fonction du Big Mac. Voilà, donc prudence sur l'euro-dollar. Merci beaucoup Jérôme Revillier. Je rappelle donc que vous êtes fondateur d'Eol Trading.